Mais merci à toi, Marion, de m'avoir invité, de m'avoir sollicité pour cette belle expérience. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de rendre compte simplement de choses complexes. On va essayer. Euh, je vous propose pour ça et d'ailleurs, oui, à propos du PowerPoint, vous voyez par rapport à celui d'Elisabeth qui précédait, qui était très, très propre, là, le mien a plus l'air d'un brouillon parce que, effectivement, j'ai à main levée essayé de gratter un certain nombre de choses sur quelques diapos qui vont vous permettre de suivre. Diaporama d'ailleurs que Marion pourra vous passer puisque tu l'as, Marion. Hein. Et en fait, euh, je vous propose tout de suite une règle très simple, c'est de m'arrêter dès qu'il y a un truc qui vous paraît incompréhensible, parce que bien sûr, moi je ne peux vous parler que de mon point de vue franco-français, et donc ça peut rendre parfois les choses un peu complexes. Donc voilà, vous levez la main et ça permet d'arrêter tout de suite. Et il y a une main qui se lève. C'est justement ça, j'allais dire, est-ce que c'est mieux de vous arrêter, Oui. de prendre la parole ou lever la main? Est-ce que lequel? Alors, utiliser, c'est-à-dire que moi j'ai un problème de contrôle sur mon écran, je ne vois pas tout le monde, mais en principe, quand on lève la main, on arrive en tête chez OK. Zoom. Donc lever la main, c'est le plus simple et comme ça permet d'avoir le suivi. Vous remarquerez que j'ai mis voyage d'études entre guillemets parce qu'effectivement, je trouve, pour dire ce que disait Marc tout à l'heure, que c'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir se trouver en présentiel. Donc, les politiques sociales en France. Alors, d'abord, j'ai essayé de faire très simple. Hein. C'est bien pour ça qu'il peut y avoir des aspects qui vous paraissent être des raccourcis problématiques. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. Là, j'ai essayé de reconstituer un historique extrêmement réducteur de l'histoire des politiques sociales en France. Et on démarre avec l'Ancien Régime, la période classique, pour reprendre les catégories de Foucault, où là, on avait l'aide aux personnes vulnérables passait par des principes de charité avec une connotation religieuse extrêmement forte. L'assistance aux personnes relevait pour la plupart d'institutions religieuses, essentiellement catholiques pour ce qui concerne la France. Cette période-là va se trouver rompue par la Révolution française avec l'idée finalement, en gros, les révolutionnaires français se trouvaient devant un dilemme qui était de prendre le relais, c'est-à-dire mettre fin à l'Ancien Régime et affirmer l'autorité d'un État républicain. Dans ce contexte-là, ils ont repris de façon assez savoureuse dans la Constitution de la République de 1793 la notion de sacré, qui est assez intéressante, affirmant que l'aide, l'assistance aux personnes nécessiteuses ou aux citoyens en difficulté était une dette sacrée de l'État à l'égard des citoyens. Donc là, on voit bien que le mouvement s'inverse et que finalement, la Révolution française vient faire un peu rupture dans l'élaboration des politiques publiques et des politiques sociales en France, en posant le principe que c'est la responsabilité de l'État que d'assurer ce principe de solidarité qui, à l'époque de la Révolution française, se traduit par le concept de fraternité. Puis, j'avance vite, hein, très très vite, hein, parce que j'arrive directement de la Révolution française à la Ve République, mais c'est parce que, en gros, au XIXe siècle, va se construire tout un système d'aide, d'assistance, d'aide sociale, etc., qui va trouver aussi un autre point de rupture intéressant, je trouve, avec la sortie de la Seconde Guerre mondiale et le Conseil national de la résistance. En gros, pour faire très vite, le Conseil national de la résistance, issu essentiellement des mouvements résistants durant l'occupation allemande, était une sorte de compromis national, d'accord national entre des forces qui politiquement ne partageaient pas les mêmes idéologies, entre le Parti communiste français, entre les gaullistes qui étaient d'une autre tendance. Le Conseil national de la résistance a trouvé un espèce d'accord sur la manière de sortir de la situation de guerre et de construire ce qui deviendrait, alors pas à la sortie immédiate de la guerre, mais en 1958, la Ve République.
Et là, sont affirmés des principes forts d'assurance et de protection. On va y revenir après, c'est là notamment que va être inventé le principe français de sécurité sociale. Ensuite, je bondis directement au XXIe siècle, donc vous voyez tous les raccourcis que j'opère, mais avec un mot-clé, un concept clé qui aujourd'hui est le phare qui fait repère sur l'ensemble des politiques sociales en France, qui est le concept d'inclusion. Une société inclusive. Ce n'est pas une invention française du tout, hein. Notamment en Europe, où je connais un peu mieux quand même que sur le continent américain, mais en Europe, le principe d'inclusion a déjà été développé de façon très forte, notamment en Italie, dans les pays d'Europe du Nord, etc. Mais là, on voit, vous voyez, juste dans les mots-clés que j'ai mis dans ce PowerPoint, le passage de la notion de secours à la notion d'assurance et de la notion d'assurance à la notion d'inclusion. Derrière, ça va avoir des significations aussi sur les conceptions même de l'intervention étatique et sur la place des personnes concernées dans les actions qui vont être mises en œuvre, mais je vais y revenir ultérieurement. Pour expliquer un peu comment s'est construite la question sociale en France, j'ai repris un schéma qui est un schéma de Michel Hauthès, qui a écrit un bouquin assez essentiel, je trouve, pour comprendre ce qu'est l'action sociale en France, qui s'appelle les paradoxes du travail social, où en gros, il montre que le social, il est à ce point de croisement de l'économie, du politique, c'est-à-dire de la manière de gouverner la cité, du droit du travail, qui est un droit spécifique qui se constitue, lui, de manière très particulière par rapport à la protection sociale. Le droit du travail, il se constitue à travers les luttes ouvrières, hein, et à travers le mouvement ouvrier et la résistance du mouvement ouvrier à l'industrialisation et à la révolution industrielle du 19e siècle. Et le droit du travail jouit d'une spécificité qui est identifiée dans ce schéma-là. Mais la protection sociale va donc résulter aussi de ce croisement-là, c'est-à-dire va être un des aspects, une des déclinaisons du social dans l'action publique. La protection sociale, elle va se décliner sous 3 dimensions, 3 registres. Le registre assurantiel, qui est celui essentiellement né du Conseil national de la résistance et de l'après-guerre avec la création de la sécurité sociale. Le principe de la sécurité sociale, c'est un principe très fort qui d'ailleurs fait en France encore aujourd'hui, mais depuis quasiment un grand demi-siècle, l'objet de débats politiques forts, de savoir s'il est judicieux ou pas de maintenir ce système-là. Le principe assurantiel, c'est le fait que chacun doit cotiser à l'assurance sociale publique à hauteur de ses moyens, de façon à bénéficier de la solidarité nationale à hauteur de ses besoins. C'est un système très fondateur d'une conception du rapport social, d'une conception de la société. L'assistance, elle est là l'héritage plutôt de la Révolution française et du principe d'assistance aux personnes vulnérables, principe de solidarité qui fonde l'ensemble des actions et qui est un secteur, là, il faut le dire tout de suite, qui n'appartient pas qu'aux institutions officielles du travail social, mais qui déborde largement ce cadre-là avec notamment tout le domaine humanitaire. Et puis l'action sociale, qui est la partie institutionnelle, la partie institutionnalisée du travail social, qui est là. Alors, en gros, j'ai noté quelques éléments clés, d'ailleurs, qui sont issus des travaux de Michel Hauthès. Dans l'action sociale, l'ambition, c'est de promouvoir l'égalité et la justice. L'assurance, je l'ai dit, c'est la sécurité sociale. L'assistance, c'est le principe de solidarité. Va apparaître une jonction ou une bifurcation, et je crois que c'est demain que vous allez y travailler particulièrement, enfin que vous allez voir un peu comment s'organisent ces choses-là, dans le croisement entre l'économique et le social. Pour faire très vite, dans l'immédiate après-guerre, la relance avec le plan Marshall, etc., des activités économiques a laissé penser que le bonheur serait assuré, puisque le développement économique, la croissance,
la réponse aux besoins, notamment, c'est la grande époque des arts ménagers où il fallait que les maisons soient équipées de frigidaires, de gazinières, de machines à laver, etc. Que du coup, les dysfonctionnements économiques, notamment par rapport au plein emploi, et les dysfonctionnements sociaux par rapport aux problèmes personnels ou de vulnérabilité, allaient être réglés par la croissance économique. Puis finalement, force est de constater que aujourd'hui, on ne s'en sort toujours pas et que le chômage reste une variable d'ajustement des dysfonctionnements économiques, que la question de l'emploi reste une problématique lourde pour l'accès à certaines personnes, etc. Et du coup, va naître là cet embranchement de l'insertion par l'activité économique. Le travail social se décline en trois domaines. Le service social, qui est un service public de couverture des territoires pour ce qui correspond dans le secteur sanitaire aux soins de premier recours, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir recours à un professionnel quand il y a une difficulté particulière qui se présente. Et puis, le partage entre deux grandes branches d'activité, le social et le médico-social. Le médico-social relève plus du champ du handicap, le social relève plus du champ des difficultés d'insertion dans la société. De ça vont naître, alors là, j'ai mis à foison de diplômes, de métiers, mais la présentation d'Elisabeth est plus rigoureuse que la mienne, avec un certain nombre de diplômes. C'est-à-dire que du coup, ce qui est intéressant à comprendre là, peut-être là où on en est, c'est que cette construction historique du travail social va donner lieu à un certain nombre de métiers qui vont traduire les différentes dimensions sur lesquelles je vais revenir après. Avec cette idée quand même qu'on fait très fort en France avec 13 diplômes d'État pour qualifier les métiers qui, dans certains pays, c'est un diplôme unique. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il y avait eu une volonté d'engager une réforme des diplômes d'État il y a 5-6 ans de ça, et de pouvoir unifier les parcours, notamment en rapprochant les parcours de formation de l'université et notamment des diplômes universitaires. Ce qui existe aujourd'hui, Elisabeth ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de diplômes qui sont couplés avec des diplomations universitaires. Et l'idée était d'avoir un diplôme et des spécialisations. Ça n'a pas marché du tout. La commission... la CPS, la commission professionnelle, qui est une commission paritaire qui évalue les évolutions des métiers propres au social, elles existent dans les différents domaines d'activité économique, a tout de suite réagi. Et là, j'allais dire de façon un peu cash, le corporatisme a à nouveau gagné en continuant à entretenir le cloisonnement entre les métiers. Quand on est assistant de service social, on n'est pas éducateur spécialisé. Et pourtant, c'est un assistant social de formation initiale qui vous parle. Il y a quand même pas mal de points communs et notamment en termes de cursus de formation, il pourrait y avoir des choses plus communes. Donc voilà, ce schéma-là pour expliquer rapidement comment s'est constitué le social. Un détail sur la sécurité sociale, parce que c'est un point important, notamment pour comprendre les évolutions actuelles en France. En gros, l'ambition du Conseil national de la résistance, c'était de n'avoir qu'un régime général. D'ailleurs, on appelait ça le régime général de sécurité sociale, qui n'a accepté des régimes spéciaux que comme phase intermédiaire. Ça ne devait pas durer. Sauf que ces régimes spéciaux ont duré, qu'ils continuent à exister. Je cite là le régime agricole, par exemple, mais il existe un certain nombre de régimes spécifiques. Actuellement, on est dans une réforme assez fondamentale de la sécurité sociale pour essayer de réduire encore ces régimes spéciaux. Mais dès qu'on y touche, les avocats ne sont pas d'accord, les policiers demandent que leur régime reste le même, et du coup, c'est très compliqué dans le mouvement social de faire. La sécurité sociale, c'est 5 branches. C'est 4 branches plus une en fait maintenant. La première branche, c'est la branche famille, qui va gérer tout ce que sont les allocations familiales, c'est-à-dire les aides aux parents, les allocations familiales qui sont un héritage aussi de l'après-guerre et de la politique nataliste pour reconstruire la France, qui continue aujourd'hui à être des aides aux familles par des versements d'allocations spécifiques. La branche maladie, qui est là l'assurance maladie proprement dite, à partir des cotisations sociales prélevées sur les salaires qui permettent d'avoir un système public de remboursement des charges médicales, des frais médicaux, que ce soit la médecine de ville ou que ce soit la médecine hospitalière. La branche accident du travail, qui est une branche spécifique, mais qui est gérée par l'assurance maladie, mais c'est ce qui explique la petite flèche là, mais la branche accident du travail, donc qui, elle,
sécurise les salariés par rapport aux risques professionnels. La retraite, qui est gérée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et qui est financée donc, par des cotisations spécifiques. Les bulletins de salaire en France sont très compliqués parce que chacune de ces branches-là justifie une ligne spécifique dans les bulletins de salaire en cotisation salariale et employeur. La branche retraite, donc, qui finance les retraites, qui paye les retraites des salariés. Et puis, c'est la grande nouveauté, c'est surtout ça que je voulais montrer, c'est la cinquième branche qui est en cours de création en France aujourd'hui, qui est la branche dépendance. En fait, on avait un problème en France, c'est que d'un côté, on avait toute une législation sur le handicap, j'y reviendrai, et d'un autre côté, une législation sur les dépendances liées au grand âge. Donc, on se trouvait en France avec un double système de dépendance, soit lié à une situation de handicap, soit lié à une situation de vieillissement. Mais, par exemple, si vous faites un AVC avant 60 ans, l'âge de la retraite, vous êtes pris en charge dans le cadre de la branche handicap. Mais si vous faites cet AVC après 60 ans, ça devient de la dépendance liée au grand âge, et dans ce cas-là, vous rentrez dans la partie vieillesse. Sauf que ça ne marche pas comme ça, et que globalement, l'évolution démographique, mais j'y reviendrai en conclusion, fait qu'aujourd'hui, les charges liées à la dépendance liée au vieillissement sont de plus en plus importantes, et on n'arrive pas à financer les besoins en matière de réponse, notamment en termes d'établissements spécialisés que sont en France les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Du coup, ça fait 15 ans qu'on en parle. Oui, parce que les réformes, c'est toujours un peu long. Aujourd'hui, il y a une loi grand âge qui est en cours, qui a été validée et qui a posé les premières bases d'un financement spécifique de la dépendance qui serait assuré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Juste pour la petite histoire, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, elle a été créée par une décision de financement spécifique liée justement au champ du handicap, qui était ce qu'on a appelé la journée de solidarité. C'est-à-dire que un des gouvernements, le gouvernement Raffarin, avait fixé le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité, c'est-à-dire que c'est un jour férié où les Français travaillent pour financer spécifiquement la question de la solidarité. En fait, ce n'est pas le lundi de Pentecôte, mais c'est une journée de travail en plus en France qui correspond à une journée de cotisation en fait spécifique. Et le tout de ces 5 branches-là, ce n'est pas une 6e branche, mais c'est l'URSSAF qui est l'organisme qui collecte les cotisations et qui les redispatche entre les différentes branches concernées. Voilà. Ce que je viens de faire là, c'est d'essayer de vous simplifier un système complexe. C'est toujours un peu difficile. En France, les politiques sociales sont organisées d'abord sur une base catégorielle. On peut en repérer 3 très rapidement. La première, c'est la protection de l'enfance, qui est tout un secteur d'action visant à venir en aide à des enfants qui sont en situation éducative difficile, en situation de danger dans leur famille et qui vont faire l'objet d'accompagnement, soit en milieu ouvert, au domicile de la famille, soit dans des institutions spécialisées. J'y reviendrai. Le handicap, et là, c'est toute une catégorie d'action pour les personnes en situation de handicap. Là aussi, quel que soit le type de handicap, et on a des handicaps très différents, plus ou moins reconnus. Par exemple, le handicap psychique est un handicap qui n'a été reconnu que par une loi assez tardive en 2005, donc c'est assez récent quand même, puisqu'avant, il n'existait pas dans les radars des politiques publiques. Et puis, le secteur des personnes âgées, dont je viens de dire un mot, qui est un secteur qui, démographiquement, devient de plus en plus important. À ça s'ajoute l'allongement de l'espérance de vie, qui allonge de façon très significative, mais l'espérance de vie en bonne santé qui n'a pas bougé sur les 10 dernières années. Et donc, on a un phénomène de dépendance de plus en plus massif qui demande là une prise en charge catégorielle tout à fait spécifique. Mais ça serait trop simple si ça s'arrêtait là. On a des politiques sectorielles. Et c'est là que Marion le disait tout à l'heure. Quand on entre dans les politiques sectorielles, on entre dans un ensemble assez difficile à discerner. J'ai essayé de faire simple pour ne pas vous noyer dans trop de détails. D'abord, il y a tout un secteur qui est le secteur de la lutte contre les exclusions et qui va donner lieu soit à des actions dans les territoires, soit à des dispositifs d'intervention spécifiques.
Et vous remarquerez que les patatoïdes que j'ai fait là se croisent parce que ils ne sont pas hermétiques, ces dispositifs sectoriels. Ils se croisent entre eux. Deuxième secteur que j'identifiais, c'est les politiques de la ville, très ancienne déjà en France, hein, puisque déjà dans les années 70, on avait des politiques de réhabilitation des quartiers, c'est-à-dire que les constructions d'immédiate après-guerre commençaient à créer des quartiers posant problème, et on avait déjà là des politiques qui permettaient de traiter ça, mais qui continuent aujourd'hui d'exister dans le cadre des politiques de la ville, avec alors à chaque fois toute une kyrielle d'instances spécifiques et spécialisées dans lesquelles je ne rentrerai pas. Il y a tout, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais tout ce domaine de l'insertion par l'emploi qui peut concerner les personnes en situation de handicap, qui peut concerner aussi les personnes en situation d'exclusion, avec des dispositifs et des structures, des entreprises différentes pour assurer et des dispositifs de formation aussi importants. D'ailleurs, tout à l'heure, Elisabeth, dans les dispositifs qu'elle présentait, il y avait aussi ces dispositifs passerelles pour permettre à des personnes éloignées de l'emploi de pouvoir accéder à des formations, y compris à des formations en travail social. Les politiques du logement, tout un grand secteur très, très important qui représente des fonds colossaux. Les politiques de santé, pas au sens strictement sanitaire du terme, mais au sens plutôt de la définition large de l'OMS, hein, qui combine les dimensions sanitaires et sociales. Et puis, je notais la lutte contre la pauvreté parce que elle s'inscrirait en fait dans la lutte contre les exclusions, dans le dispositif de lutte contre les exclusions, mais nous avons là un dispositif national qui a été mis en place récemment de lutte contre la pauvreté, qui représente des financements spécifiques et qui mobilise là tout un ensemble d'acteurs dans les territoires, dans les départements et au niveau régional autour de ces enjeux-là. Ça, c'est les politiques sectorielles. Donc, politique catégorielle, politique sectorielle, ça donne lieu à des établissements. On va les diviser en deux. D'un côté, les établissements avec hébergement et de l'autre côté, les établissements sans hébergement. Les établissements avec hébergement, je ne vous lis pas la liste, là, vous pouvez la regarder, mais ils vont donner lieu à pour des raisons historiques essentiellement, à des déclinaisons très particulières, très diverses, très spécifiques selon les catégories de handicap, selon les catégories par exemple, personnes âgées, pour faire simple, puisque c'est un secteur actuellement qui occupe beaucoup la chronique. Personnes âgées, vous avez des résidences autonomie, qui sont des lieux où des personnes autonomes viennent pour se retrouver donc dans des résidences spécifiques pour personnes âgées, mais avec une certaine autonomie, la possibilité de préparer ses repas, voire des services quand même de restauration collective qui sont proposés, mais à la carte. Et puis, vous avez les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui, là, par contre, accueillent des personnes au titre de leur dépendance. Ça, c'est l'hébergement. Le sans-hébergement, eh bien, c'est tout le secteur de l'aide à domicile qui concerne les personnes rencontrant des difficultés provisoires dans leur vie suite à un accident, suite à une hospitalisation, un retour d'hospitalisation, des personnes en situation de handicap, des enfants ou des familles avec des enfants qui se demandent des accompagnements spécifiques liés aux difficultés éducatives de la famille. Et ce secteur de l'aide à domicile, et puis les personnes âgées dépendantes pour lesquelles ils ont besoin de soins, voire parfois de soins quotidiens ou plusieurs fois par jour. Le secteur des personnes âgées fait partie de ça. L'aide par le travail, ce sont des structures de travail qui ne relèvent pas forcément d'un hébergement, hein, mais qui sont des structures de travail pour des personnes en situation de handicap. Tous les dispositifs d'accueil des jeunes enfants, tous les établissements qui sont sur ces slides-là relèvent d'un code qu'on a déjà cité tout à l'heure, qui est le code de l'action sociale et des familles.
Les dispositifs d'accueil des jeunes enfants, donc ça va des crèches aux haltes garderies, en passant par les accueils d'enfants en situation de handicap, les enfants handicapés. Alors là où on a en milieu ouvert hein, la petite enfance, les consultations ambulatoires, etc. L'accueil et l'accompagnement d'enfants et d'adolescents en fonction de difficultés particulières qu'ils peuvent avoir, soit difficultés éducatives des parents, soit difficultés comportementales des enfants. Le répertoire des établissements prévoit toute une autre branche d'autres actions sociales sans hébergement. Je ne rentre pas dans le détail, je crois que ça serait beaucoup trop long. Nous avons, oui, alors voilà. Ensuite, l'ensemble de ces systèmes-là font l'objet d'une répartition de compétences entre les collectivités qui organisent la République française décentralisée. Alors, il y a l'État, il y a les régions, et il y a les départements et les communes ou les intercommunalités. Donc, l'organisation administrative de la France, qu'on a tendance à critiquer chez nous en disant le millefeuille administratif, elle est relativement complexe, effectivement, puisqu'elle cumule des strates avec un État qui, juste pour très, très rapidement, un État qui, au moment de la Révolution française, quand les premières républiques se sont constituées, a pris l'option très claire d'une centralisation. C'est-à-dire que dans les conflits de l'époque entre les Girondins et les Jacobins, ce sont les Jacobins qui ont gagné et les Jacobins plaidaient pour un État fort, centralisé, condition de la démocratie. Il a fallu beaucoup de temps pour que progressivement cet État français se décentralise. Ça a été notamment les lois des années 80 qui ont été les premières lois de décentralisation forte, qui ont ensuite été déclinées et qui ont permis de doter de compétences spécifiques les différentes strates que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire des régions, des départements et des communes. Depuis les lois de 80, les départements ont été réorganisés avec la création des métropoles. Ça, c'est très récent, hein, c'est une loi tout à fait récente. Les métropoles, c'est-à-dire les grandes villes, Lyon, Bordeaux, Marseille, se constituent en métropole et disposent des mêmes compétences que les départements. Les communes, elles, se sont beaucoup constituées en intercommunalité avec des compétences spécifiques de l'intercommunalité, donc des groupements de communes. Parce qu'on a une difficulté, c'est qu'en France, il nous reste encore 30 000 communes aujourd'hui en France, et ce qui est parfois très compliqué parce qu'une commune avec quelques dizaines d'habitants, ça ne dispose pas des moyens de gérer l'ensemble des responsabilités municipales. Et du coup, l'intercommunalité est une instance importante. Donc ça, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'organisation des politiques sociales, elles se répartissent par strates dans ces différents niveaux de compétences. Sachant qu'une compétence octroyée à une collectivité territoriale ne peut pas être sous la tutelle d'une autre compétence. Donc, les compétences du département, chef de file de l'action sociale sur les territoires, les compétences du département en matière, par exemple, de protection de l'enfance ou autre, ne peuvent pas être sous tutelle de la région. Le département jouit d'une autonomie à ce niveau-là. Il y a une question. Je vous écoute. Oui, parce que j'étais un peu perdue là. Je n'arrivais pas à comprendre. Donc, quand vous dites région, est-ce qu'il s'agit de les villes, les municipalités? Est-ce qu'il y a un pouvoir autre pour les régions que l'État? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, la commune et la communauté, est-ce que c'est différent? Comment vous définissez la commune? J'arrive pas à situer un peu la… Ouais. Roland, je veux bien venir à ton aide sur la question en illustrant peut-être pour que vous compreniez aussi quand on vous parle de la Bretagne ou quand on vous parle de Rennes ou quand on vous parle… Donc, Rennes est une ville ou une commune qui se situe dans un département, donc géographiquement un peu plus large. Ce département, c'est l'Ille-et-Vilaine. Ce département se situe dans une région
donc qui est plus grande, qui est la Bretagne. Et cette région se situe dans le pays qui est la France. Donc ça, c'est le découpage géographique du plus petit au plus grand. Et après, ce que Roland illustre, c'est que les compétences de gestion de ces différents espaces, je vais dire ça comme ça, de ces différentes tailles de territoire, elles sont réparties entre les différentes collectivités. Par exemple, en France, tout ce qui va concerner l'école primaire, donc les enfants entre 2 et 10 ans, on va dire, c'est la commune ou la mairie qui s'en occupe. Ou la ville, si tu préfères, est là. D'accord ? Quand les enfants passent au collège, c'est une compétence du département. C'est-à-dire que, par exemple, le transport pour se rendre au collège va être organisé par le département. Et quand ces mêmes enfants vont au lycée, donc les 3 dernières années d'études avant de rentrer à l'université, quand ils rentrent au lycée, c'est une compétence de la région. Donc c'est à la région de financer les lycées, d'organiser la logistique pour que les enfants puissent se rendre au lycée, etc., etc. Alors je suis volontairement sortie d'un exemple de l'action sociale, mais voilà comment les choses se combinent. Et du coup, le département n'a rien à dire sur la manière dont chaque ville va gérer ses bâtiments pour ses écoles, l'organisation des transports pour les écoles, etc., etc. C'est vraiment des compétences propres et indépendantes d'une collectivité à une autre. Mais quand on vous dit que c'est compliqué, ce que n'a pas dit Marion, toujours dans l'exemple scolaire, c'est que par contre, l'État est le garant de l'ensemble des cursus de formation via l'Éducation nationale, qui est un ministère de l'État, qui est un ministère national. Donc les départements qui gèrent les collèges, gèrent les bâtiments, gèrent les personnels de services généraux, etc., les transports, mais ne gèrent pas la pédagogie des collèges. La pédagogie des collèges dépend du ministère de l'Éducation nationale. Merci, c'est plus clair. Et là, voilà, la commune, c'est simple, c'est le village, la ville autour de son maire et de son conseil municipal. Le département, c'est juste pour vous dire les instances de gouvernance de ces niveaux-là. Le département, c'est ce qu'on appelle le conseil départemental, qui sont des élus des territoires qui constituent l'assemblée départementale qui va donc légiférer, délibérer. Non, je retire légiférer, puisque le département n'a pas de pouvoir législatif. En France, le pouvoir législatif, il est uniquement concentré sur l'État. C'est le Parlement, le Sénat et les ministères qui ont pouvoir législatif, pas les collectivités territoriales. La région dispose aussi d'un conseil régional, qui sont des élus. Les 20 et 27 juin prochains, nous allons élire en France les conseillers départementaux et les conseillers régionaux, qui sont deux instances différentes et 2 élections différentes, mais qu'on fait les mêmes jours. C'est plus clair? OK. J'avance avec le... Attendez, je ne sais plus où j'en suis. Oui, voilà, les autorités. Parce que maintenant qu'on a vu, qu'on a essayé de clarifier les niveaux des collectivités publiques, elles se répartissent des compétences en termes d'autorité sur les activités sociales. Et on a 3 niveaux d'autorité qui vont régir les autorisations, le contrôle et la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. Ça va? Et là apparaît un sigle que vous n'avez pas vu, qui est l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est un autre phénomène important en France, qui est que l'État, non seulement s'est décentralisé vers les collectivités territoriales, mais il a aussi transféré un certain nombre de compétences à des agences étatiques qui dépendent directement des ministères concernés, mais qui ont une autonomie, un pouvoir de gestion, de décision, d'organisation dans des secteurs précis. Là, il y a plusieurs agences qui existent dans différents domaines.
en 2009, une loi importante a organisé les compétences en matière de santé sanitaire et médico-sociale aux agences régionales de santé en créant par région une agence régionale qui a une compétence très large puisqu'elle a la compétence pour gérer l'ensemble du service hospitalier public et privé, l'ensemble de ce qu'on appelle la médecine de ville, la médecine ambulatoire, médecine de ville, et l'ensemble des établissements médico-sociaux relevant donc du handicap. Les ARS ont un pouvoir d'autorisation, de contrôle et de tarification pour l'ensemble, dans ce qui concerne ce que je viens de vous présenter, l'ensemble du champ du handicap. Les départements ont un pouvoir d'autorisation, de contrôle et de tarification pour les compétences qui lui reviennent, c'est-à-dire la protection de l'enfance, et une part de la lutte contre les exclusions et l'hébergement des adultes handicapés. Oui, parce que ça aurait été trop simple qu'on fasse des paquets cohérents, c'est-à-dire qu'on dise tout le handicap est à l'ARS. Donc non, l'hébergement des personnes handicapées dépend des départements, alors que l'accompagnement des personnes handicapées dépend des ARS. Ça va, vous suivez toujours, hein? Vous m'arrêtez si vous ne suivez plus. Et l'État, lui, est garant de tout ce qui relève des politiques sociales de l'État, de l'aide sociale étatique, c'est-à-dire tout ce qui est de la lutte contre les exclusions, lutte contre la pauvreté. Mais il y a des compétences croisées. C'est-à-dire qu'à certains moments, on est dans une double compétence et là, on a un croisement de compétences entre, par exemple, l'État et les départements qui peuvent être co-responsables, autorité de tarification des mêmes établissements. L'État est représenté dans tous les départements par le préfet. Donc, le préfet, il a autorité hiérarchique sur l'ensemble des directions par département. L'ARS, elle, ne dépend que du ministère. Les départements sont sous l'autorité du président du département. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis autorisation, contrôle et tarification ? En France, on ne peut pas ouvrir un établissement social ou médico-social sans qu'il soit autorisé, c'est-à-dire pour pouvoir percevoir les aides nécessaires à son fonctionnement, il doit avoir d'abord une autorisation. Autorisation qui va dépendre notamment de schémas d'aménagement de l'offre sociale ou médico-sociale sur les territoires. On ne crée pas comme ça parce qu'on a envie de faire un établissement pour personnes handicapées. Il y a un schéma régional directeur du champ du handicap qui permet d'organiser l'offre sur les territoires et d'essayer de la réguler. Deuxième mission, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est la vérification que le fonctionnement de l'établissement correspond bien aux normes qui sont imposées par la loi, correspond bien aux besoins des personnes, correspond à ce qu'il convient de faire par rapport à un certain nombre de critères, de références de bonnes pratiques ou de référentiels d'action. Et puis, troisième élément, qui est le troisième pied, mais qui est le nerf de la guerre, qui est la tarification, c'est-à-dire que ces autorités-là, selon les compétences, fixent le tarif d'activité qui est fixé en fonction d'un jeu complexe d'enveloppes, de dépenses qui se déclinent du niveau national au niveau local par les décisions des différentes instances de gouvernance pour fixer les tarifs. Ça, c'est pour éviter aussi une espèce de guerre des prix. Il y a une sorte de régulation des prix à partir de critères aussi communs sur la tarification. Je continue avec les poids respectifs des établissements. En fait, on a trois grands champs dans l'ensemble de l'action sociale et médico-sociale en France, qui sont soit pris en charge par le public, et dans ce cas-là, ce sont des établissements publics, soit par le secteur associatif. On a en France cette loi de 1901 relative aux associations qui permet que des citoyens s'organisent ensemble pour constituer une personnalité juridique qui va avoir le droit d'être employeur, de toucher des subventions publiques, etc., avec tous les droits liés à une personnalité juridique. Et puis, on a le privé lucratif qui, lui, relève d'entreprises. J'ai mis ces chiffres-là parce que je trouvais que c'était intéressant de vous donner juste un repère.
Globalement, le secteur associatif est très majoritaire dans le champ de l'enfance et du handicap. Le secteur public est très majoritaire dans le champ des personnes âgées. Et le secteur associatif est très majoritaire aussi, je ne l'ai pas dit, pardon, dans toute la lutte contre les exclusions. On voit que finalement, en France, ce montage et cette histoire que je viens de vous raconter trop rapidement fait que le secteur privé lucratif n'a pas pénétré le champ de l'action sociale, malgré des règles qui, au niveau européen, tendent à ouvrir à la concurrence, donc à la libre concurrence, un certain nombre d'activités. On voit qu'en France, il y a un certain nombre de secteurs qui sont restés relativement protégés de la lutte concurrentielle du secteur lucratif. Donc ça, c'est sans doute aussi une spécificité de notre culture. Ça revient directement à ce que je disais tout à l'heure de notre Révolution française, hein, c'est-à-dire cette dette sacrée de l'État, finalement, qui a pu déléguer à un champ associatif, mais sans laisser l'ouverture complète du côté du champ lucratif. Pour conclure, quelques enjeux, quelques remarques plus globales. Je l'ai dit, pardon, excusez-moi, j'ai été trop vite. Un premier enjeu qui me semble important à noter, là, d'une mutation-évolution, je crois, significative du secteur des politiques sociales en France, c'est la place des personnes accompagnées. En gros, vous avez en tête le premier schéma de mon premier diapo où on est passé du modèle de la charité au modèle de l'inclusion. En gros, cette traversée-là, elle s'est traduite aussi par la manière dont sont traitées les personnes, sont prises en compte les personnes accompagnées. On a eu une loi alors, assez déterminante hein, en 2002, loi rénovant l'action sociale et médico-sociale qui a posé le principe d'un droit des usagers. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes accompagnées, accueillies dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux jouissent d'une pleine citoyenneté qui doit les autoriser à participer pleinement, non seulement à l'action qui les concerne, dans l'élaboration du projet d'intervention, mais également à la vie de l'établissement ou du service qui va les accompagner. Et là, on a tout un arsenal d'outils de participation qui a été mis en place. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un incontournable. Toute politique sociale doit se faire en associant les personnes accompagnées. Ceci dit, il me semble qu'aujourd'hui, la participation des personnes accompagnées reste un enjeu important avec des difficultés parce que dans la construction de l'action sociale, la participation ne va pas de soi. La participation ne va pas de soi. On est un secteur qui s'est très fortement professionnalisé depuis l'après-guerre. Et cette professionnalisation du secteur, elle s'est sans doute faite au détriment de la participation. C'est-à-dire qu'en gros, les professionnels ont constitué des savoir-faire extrêmement sophistiqués, extrêmement efficaces aussi, extrêmement pointus, mais qui ont eu pour effet de mettre à la porte un peu des lieux de décision l'ensemble des usagers, l'ensemble des personnes concernées. Donc aujourd'hui, la participation reste une question, et une question assez vive. Alors, la question de la participation, en gros, c'est l'essentiel des travaux théoriques que j'ai pu faire au niveau universitaire. Et je vois bien, aujourd'hui encore, je dois par exemple intervenir vendredi auprès du conseil départemental du Morbihan sur la question de la participation, qui est encore une question qui fait problème. Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les pauvretés que je vous évoquais tout à l'heure, il y a un des chantiers qui est justement celui de la participation des personnes accompagnées, des personnes en situation de pauvreté. Eh bien, là aussi, j'ai pu constater partout en France d'ailleurs que cet atelier-là est l'atelier qui pose le plus de problèmes dans la mise en place de la stratégie pauvreté. Donc, on voit que c'est un enjeu important, mais qu'aujourd'hui, il n'est plus envisageable d'envisager une action sociale ou médico-sociale sans la construire avec les personnes concernées. Un autre enjeu me semble relever autour de la question de la légitimité et de la reconnaissance du travail social. Il me semble que, pour situer rapidement aussi l'histoire, en 1982, bon, je sais, c'est très, très vieux, c'était au siècle dernier, tout ça,
En 1982, une ministre des Affaires sociales, Nicole Questiot, a écrit un texte qui s'intitulait « Orientation pour le travail social », qui est un texte très fondateur, qui reste aujourd'hui un texte fort, qui continue à inspirer un certain nombre de principes philosophiques d'action pour le travail social. Puis après, de 82 à 2013, c'est le silence. Silence radio, il n'y a plus rien eu comme texte de référence et faisant référence. En 2013, sous la mandature de François Hollande, président de la République, ont été lancés les États généraux du travail social, le but étant de déboucher sur un plan gouvernemental en faveur du travail social et qui va donner, on a en France une instance de coordination du travail social qui s'appelle le Haut Conseil du travail social et qui lui donne comme première mission de sa refondation d'écrire un texte, une définition légale du travail social, ce qui a été fait en mai 2017 avec l'intégration dans le Code de l'action sociale et des familles dont je parlais tout à l'heure d'une définition officielle du travail social. Donc on avance, vous voyez, c'est compliqué. Le premier livre que je vous ai cité, c'était le livre de Michel Hauthès, Les paradoxes du travail social, et on est encore aujourd'hui dans cette question-là. On est dans cette question-là parce que la légitimité du travail social, même si maintenant on a une définition officielle qui est plutôt bien fichue, elle reste en France relativement difficile. Pour situer, là de façon un peu provocante, je prends position et personne n'est obligé d'être d'accord avec moi, mais par exemple, sur le travail social, on a une déclaration du président de la République française, Emmanuel Macron, qui a dit, pas officiellement, mais en aparté, ça dénote quand même quelque chose. Il a parlé du travail social comme un espace qui représentait une dépense colossale pour la France en disant « mais je ne comprends pas, on leur donne un pognon de dingue et ça n'a aucune efficacité ». Voilà, à travers cette remarque-là d'un de nos gouvernants, on voit bien la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui de quelle est la légitimité du travail social. On l'a vécu plus récemment encore avec la crise Covid et les confinements où en France, sur le premier confinement de mars 2020, tous les soirs à 20h, l'ensemble des Français venaient à leur balcon puisqu'ils étaient enfermés chez eux et applaudissaient les personnels hospitaliers qui se débattaient dans des conditions très difficiles pour essayer de lutter contre la pandémie. Le travail social n'a pas été reconnu. La reconnaissance des professionnels de santé a donné lieu à des aides, à des avantages de salaire et à des avancées de salaire qui étaient largement insuffisants. Aujourd'hui, les travailleurs sociaux continuent à se battre pour essayer d'obtenir une reconnaissance du travail qu'ils ont fait et qu'ils font pendant la situation de crise. J'ai évoqué au cours de mon intervention les évolutions démographiques qui effectivement modifient considérablement les orientations des politiques sociales en France parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à non pas à des nouveaux publics, mais à des nouvelles problématiques liées à la question du vieillissement de la population. Mais il faut relier cette évolution démographique avec aussi l'apparition de nouveaux publics, notamment les publics issus de l'immigration. Je n'ai pas évoqué tout le champ des demandes d'asile en France, qui est un public important, qui mobilise beaucoup d'énergie et qui est un public politiquement très sensible, puisqu'il y a du débat en France autour de l'immigration entre l'extrême droite, le centre et la gauche, avec des positions idéologiques différentes sur cette question-là. Et parmi les nouveaux publics, il y a un public notamment qui défraie la chronique, qui sont les mineurs qui viennent de pays étrangers chercher en France la possibilité de réussir un projet de vie et qui viennent seuls et qui ne sont pas accompagnés par leurs parents, qu'on appelle les mineurs non accompagnés, et qui sont de plus en plus nombreux et qui posent des problèmes de plus en plus complexes, qui relèvent de la protection de l'enfance et qui posent des problèmes. La question des financements, alors j'ai évoqué rapidement la création du 5e risque tout à l'heure, mais la question du financement des politiques publiques, des politiques sociales est une question. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une limitation des dépenses d'action sociale de façon à éviter la tendance très inflationniste qui caractérise ce champ depuis l'après-guerre, et que cette tendance-là, on est dans ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire une volonté de maîtrise des dépenses sociales,
dans un choix étatique qui est que les fonds publics doivent être rigoureusement limités de façon à limiter l'impôt, de façon à, etc. Ça, c'est une première branche du ciseau. Et la deuxième branche du ciseau, c'est l'accroissement des besoins. Donc, limitation des financements, accroissement des besoins. Je dis limitation, faites attention à ce que je dis, je ne dis pas diminution des financements. L'action sociale en France ne cesse d'augmenter d'année en année. En pourcentage du PIB, par exemple, c'est très clair. Donc, limitation des dépenses publiques et accroissement des besoins en matière d'action sociale. Ça, c'est une question et on est dans cet effet ciseau là qui reste très compliqué. Et puis, dernière évocation des enjeux, mais pour n'en citer que quelques-uns, mais c'est la question de la répartition des compétences. Vous avez compris à travers mon exposé que c'est très compliqué et que du coup, ça gêne aussi la lisibilité du dispositif et sans doute aussi son efficacité. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de besoins qui ne trouvent pas les réponses adéquates à cause de cette répartition des compétences qui est un jeu de plate-bande en fait. Le but étant d'ailleurs de mettre dans la plate-bande de son voisin les mauvaises herbes que je ne voudrais pas avoir chez moi et de prendre par contre dans ma plate-bande et de protéger dans ma plate-bande ce qui m'intéresse, ce qui est notamment avec ce jeu, mais c'est la démocratie, ce qui, dans les dépenses sociales, peut être électoralement rentable et ce qui ne l'est pas. Et c'est évident que le secteur des personnes âgées est un secteur d'activité visible qui mobilise des compétences avec un retour sur investissement, je dirais, en termes politiques, alors que les demandeurs d'asile, c'est un public beaucoup plus problématique qui fait l'objet d'une controverse politique idéologique beaucoup plus forte et qui n'est pas forcément rentable. Donc voilà un peu les enjeux dans lesquels aujourd'hui, mais très très rapidement, se trouve l'action sociale. Mais je m'arrête pour laisser du temps un peu peut-être à des questions et à des échanges. Ça m'intéresserait de savoir comment vous réagissez par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup, Roland. J'en ai profité, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais je vous ai déjà transmis le document de Roland, comme ça, vous l'avez vers vous. Vous l'avez sous les yeux. Effectivement, ce serait peut-être intéressant de vous entendre sur ce que Roland a pu vous exposer et la complexité, au minimum la complexité de notre organisation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des réactions ou d'autres questions peut-être à Roland? Mais peut-être je voudrais juste dire que les éloges que M. Rousseau a fait à Roland Janvier au début sont largement justifiés par cette décomplexification. Je veux dire, moi, ça fait des années que je suis en France. Je travaille avec des gens dans le secteur de l'action sociale, de l'éducation. Je n'ai jamais eu ce portrait aussi clair. Vous êtes vraiment chanceuses, les filles, là. C'est une entrée, parce que la semaine passée, les étudiantes ont dit, oui, mais on est perdu un peu dans le secteur. Puis, il y avait une Française qui était là, puis elle dit, ben même moi, je ne comprends pas. Fait que là, on a vraiment, merci beaucoup, beaucoup. On comprend aussi pourquoi c'est compliqué à comprendre, en plus. Voilà, on a sûrement des questions, mais je voulais quand même souligner le travail extraordinaire. Merci, je suis touché. De vulgarisation. Merci. Mais je suppose qu'il y a des choses quand même qui doivent vous paraître un peu... et on peut éclaircir si vous avez des questions, des remarques ou des critiques. Et là, tu as ta main levée, tu pouvais parler. Pardon? Oui, j'ai voulu vraiment vous remercier pour ça, pour cette incroyable présentation que je trouvais géniale au niveau du contenu et aussi de la forme. Ça m'a donné une visibilité là, et là, avec les couleurs et les formes. C'est impressionnant, je trouve vraiment. Merci. Et j'ai voulu juste une question par rapport quand vous avez parlé de la légitimité du travail social. Moi, c'est juste une question qui m'est venue comme ça. Est-ce que le fait que le travail social se sente en crise identitaire et à peu près non un doute concernant la légitimité, est-ce que ça pourrait ouvrir un peu
brèche pour la privatisation du secteur et des domaines lucratifs qu'on tenait à l'écart jusqu'à présent? Alors, juste une précision, la crise de légitimité, elle ne vient pas des professionnels du social. On a fait, par exemple, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais j'ai l'honneur d'être président du comité régional du travail social de Bretagne. Et pendant la crise, pendant la pandémie, on a fait une enquête, on a mené une enquête avec le centre de recherche d'Ascoria. On a mené une enquête auprès des travailleurs sociaux sur la manière dont ils avaient vécu. Alors essentiellement, l'enquête a été menée en octobre 2020, donc c'est essentiellement sur le premier confinement et le déconfinement qui a suivi durant l'été. Une enquête sur la relation des professionnels du travail social avec les usagers dans le nouveau contexte de travail, parce qu'on était dans le distanciel, c'est le mot à la mode en ce moment en France. Et ce qui est ressorti de façon très intéressante de cette enquête, c'est que les travailleurs sociaux, la situation de crise ne leur a pas posé problème, globalement, ne leur a pas posé problème. Ils ont su s'adapter avec des nouvelles méthodes de travail, notamment des entretiens téléphoniques qui ne se faisaient plus en face à face ou des entretiens Zoom ou Skype. Des échanges de courriers, des mails, etc. Et qu'ils se sont adaptés sans trop de difficultés à cette situation-là, attestant derrière une enquête qui avait eu plus de 600 réponses quand même, donc c'était un échantillon intéressant. En fait, ce que ça montre, c'est qu'il n'y a pas de crise d'interrogation des travailleurs sociaux sur leur propre légitimité. Ils font le travail. Ils sont là, ils font le travail. La question de la légitimité, elle vient plutôt de la reconnaissance de la puissance publique, de ce champ d'activité qui reste relativement discret parce que forcément, le travail social, c'est un travail totalement immergé, totalement invisible parce qu'il est dans le tissu social. Il n'est pas dans les grandes déclarations forcément, parce que bien sûr, quand on accompagne une famille en difficulté, on ne va pas mettre la famille sur la place publique pour dire « regardez ce que j'ai fait ». Donc, on voit bien que cette question de la légitimité, elle n'est pas, de ce que je perçois, et de ce que je perçois aussi dans d'autres recherches auprès de travailleurs sociaux, elle n'est pas du côté des travailleurs sociaux qui savent pourquoi ils sont là et qui savent ce qu'ils font. Elle est du côté de la reconnaissance des pouvoirs publics. Ça, c'est un point important. Alors, deuxième partie de votre question sur la privatisation, est-ce que ça n'ouvre pas une brèche à la privatisation ? Oui et non, parce que ce n'est pas rentable. Le social n'est pas rentable. Gérer un centre d'hébergement et de réadaptation sociale pour des personnes en situation d'exclusion sociale, ça ne dégage pas un profit. Et on voit bien qu'actuellement, je vais prendre l'exemple du secteur des personnes âgées. Vous avez vu dans la diapo que j'ai présentée tout à l'heure que c'est le secteur où on a le plus de pénétration du secteur lucratif. On a quelques grands groupes, d'ailleurs, qui sont plutôt à échelle européenne, qui sont des groupes avec actionnariat. Donc, ce sont des actionnaires qui investissent des fonds pour créer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des EHPAD. Ces groupes-là montrent qu'ils sont en mesure d'assurer une rémunération des dividendes, de verser des dividendes à 2 chiffres. On peut être à plus de 10% de dividendes sur les capitaux investis, ce qui montre que c'est relativement rentable. Sauf que, si on regarde dans le détail les difficultés, les scandales, et je pense notamment aux scandales qui se sont déroulés au moment de la crise Covid dans les établissements lucratifs, ils sont dans une pénurie de moyens, puisque ce qui est mis aux actionnaires n'est pas mis dans les moyens de l'établissement. Et ça crée une difficulté. Donc, en fait, le secteur lucratif dans le secteur personnes âgées, il s'en sort parce qu'ils sont sur des échelles géographiques très larges, je parlais du niveau européen, et ils s'en sortent parce qu'ils ne mettent pas les moyens qu'il faudrait dans l'accompagnement des personnes, alors que les prix de séjour sont en moyenne de 20 à 50, 60% supérieurs au secteur associatif ou au secteur public, le secteur public étant le moins cher. Donc, globalement, voilà, la pénétration du lucratif, elle est toujours agitée par les professionnels comme une menace, mais c'est une menace qui n'est pas certaine. Le pire n'est pas certain. Si on prend
les activités ou les groupes ou les organisations qui sont les plus bercés par le chant des sirènes de la lucrativité, ce sont des groupes énormes, très, très volumineux et qui ne tiennent cette dimension-là que par la taille de l'organisation. Et du coup, voilà, ça relativise beaucoup les choses. Parce qu'en France, on a 35 000 établissements et services qui sont pour beaucoup gérés par des associations petites ou moyennes. C'est-à-dire des associations qui sont dans des étages de salariés, je dirais moins de 500 salariés, quoi. Au-dessus, c'est rare. Au-dessus, il y a quelques-unes, mais c'est assez rare. Là où il y a peut-être un transfert, mais Roland, je parle sous ton contrôle, mais en raison de la complexité que tu as pu nous exposer, en raison aussi du jeu d'autorisation, contrôle et tarification et de la difficulté qu'il peut y avoir à monter des établissements, il y a par contre de plus en plus d'expérimentation qui échappent au travail social et à l'action sociale établie, parce que c'est plus simple d'aller trouver des solutions ailleurs, d'aller trouver d'expérimenter en tout cas dans un contexte différent, de s'affranchir de ces autorisations, contrôle et tarification. Et du coup, il peut y avoir une fuite. En tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une fuite. Après, c'est bon ou mauvais, je ne saurais pas le qualifier, mais de plus en plus de travailleurs sociaux qui quittent le travail social établi pour aller travailler avec les mêmes publics, autour des mêmes besoins, mais avec des réponses un peu différentes. Pas forcément dans un esprit d'un fonctionnement lucratif, hein. Ça peut se faire sur la base associative ou de l'entrepreneuriat collectif, comme on le verra dans la semaine. Mais en tout cas, il est plus facile aujourd'hui d'expérimenter des réponses à des besoins non couverts dans des formes qui ne sont pas les formes et les établissements, avec ou sans hébergement, dont tu as dressé une partie de la liste. Oui, ce que tu dis est très, très, très vrai et très important, parce que il y a un point que je n'ai pas évoqué là dans mon exposé, mais qui est l'inflation normative. Avec notamment la loi de 2002 dont je vous parlais tout à l'heure, la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, on assiste à une montée en puissance d'une espèce de normalisation de l'ensemble des pratiques de travail social, normalisation qui forcément a un effet de standardisation. C'est-à-dire qu'on va définir des référentiels de bonnes pratiques professionnelles qui vont être de plus en plus précis. On va définir des catégories d'établissements avec des normes techniques de plus en plus contraignantes et qu'effectivement, à chaque fois, c'est toujours le même phénomène dans tous les dispositifs. Quand la norme devient trop forte, on cherche à y échapper. Et l'expérience que j'ai personnellement de ma vie antérieure de salarié, c'est sur la fondation dont parlait Marion, c'est dans le secteur des personnes âgées, la fondation gère 6 EHPAD sur la Cornouaille, là, sur le sud Finistère. Le développement de ce secteur d'activité, on le joue aujourd'hui, ça se joue aujourd'hui en créant des établissements avec comme consigne ne pas relever du code de l'action sociale et des familles. Donc de l'hébergement de droit commun, des personnes âgées qui s'organisent entre elles dans de la colocation, par exemple, de la cohabitation ou sur un projet d'habitat partagé. Et ça, pour pouvoir aussi accompagner et traiter aussi les phénomènes de dépendance par la solidarité au sein du groupe. Et on voit bien que cette tendance-là, elle est effectivement assez forte et qu'elle viendra, à mon avis, faire coup de boutoir contre cette forte tendance à la normalisation. C'est-à-dire que cette espèce de remise en ordre depuis une quinzaine d'années du secteur social et médico-social, elle ne va pas pouvoir continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire dans une vision technocratique et bureaucratique des choses, parce que la vie est là. Si ça vous intéresse sur cette question-là, je me suis amusé à écrire un certain nombre de petits billets très courts de 5 à 10 lignes à partir de mots-clés comme ça, comme procédure,
recommandations. Voilà, c'est sur mon site, là, vous tapez Roland Janvier sur Google, vous trouverez, et ça s'intitule « Ça ne marche pas, fort heureusement ». Et c'est ça, c'est-à-dire c'est de montrer que de toute façon, cette logique-là, elle ne peut pas continuer parce que, je voulais juste redire ça pour corriger ce qu'on a dit tout à l'heure. L'organisation de l'action sociale, elle n'est pas complexe, elle est compliquée. Ce qui est complexe, c'est la vie sociale. Là, je fais référence à Edgar Morin et aux travaux sur la complexité. La vie sociale est complexe. Mais pour traiter, nous dit Edgar Morin, pour traiter un phénomène complexe, on n'a pas besoin de faire un système compliqué. La complexité peut se traiter par des réponses simples, à condition de prendre en compte la complexité. Quand c'est compliqué, par contre, on s'y perd. Et là, je pense qu'on a un problème dans ce que je viens de vous présenter, c'est que ce sont des dispositifs compliqués et qu'on a sans doute nécessité de les simplifier. Leur simplification permettra de prendre en compte la complexité. Je ne sais pas si vous m'avez suivi là, parce que je joue avec les mots. Et je crois que votre exposé là est vraiment concrétise bien cette formule-là, la simplicité par la… Voilà. Pour comprendre la complexité, il faut simplifier. Est-ce qu'il y a peut-être encore une ou deux dernières questions à Roland, qu'on puisse le libérer aussi? Peut-être avant de demander aux étudiants de faire écho un peu au travail social chez nous, parce que ça rejoint, il y a beaucoup de points que vous avez soulevés, entre autres toute la question de la gestion de la crise sanitaire dans les centres de soins à longue durée, où il n'y a pas eu un si grand écart entre les établissements publics et les établissements privés au niveau du nombre de morts. En tout cas, le Québec-Ontario a battu tous les records de décès dans les centres de soins de longue durée chez nous. Et aussi par rapport aussi à la question du travail social, l'invisibilisation du travail social, en tout cas au niveau public, au niveau dans les médias, c'est passé inaperçu. Il y a eu beaucoup de soutien au niveau des travailleurs de la santé, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, des gens en première ligne, mais les travailleurs sociaux ont très peu été nommés et mis de l'avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la crise? J'ai une étudiante qui fait son mémoire là-dessus. Elle se pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Puis, en tout cas, je vais aller voir la recherche qui a été faite là, à Ascoria là-dessus. Mais moi, j'avais des petites questions très simples, parce que depuis le début de notre séjour, on entend parler les quartiers. Puis moi, les quartiers, il me semble, c'est un terme un peu générique pour parler de construction. Là, aujourd'hui, je pose la question, est-ce que ça réfère à des constructions de tours qui ont été faites dans différents quartiers, dans différentes villes de la France à une certaine époque? Parce que les quartiers, ça semble référer à une même réalité, peu importe où c'est. Oui, mais c'est vrai que c'est une vraie déformation pour le coup. On appelle ça les quartiers, mais même dans les politiques de la ville, hein, on parle de QPV, quartier prioritaire de la ville. Mais chaque groupement de maisons dans une ville est un quartier. Sauf que quand on emploie ce terme quartier, c'est effectivement des quartiers plutôt en périphérie des centres urbains qui ont été créés pour la plupart au moment de vagues d'immigration massive pour les immigrés. Alors, depuis, le public, la population qui l'habite a pu changer, mais quand même, massivement, quand on parle de quartier, on parle de quartier à fort taux d'immigration, avec une population sociale, avec une population dont le niveau social n'est pas forcément très élevé, où il y a beaucoup de mixité culturelle et sociale, et qui, alors je vais continuer dans le cliché, hein, et qui canalise et focalise beaucoup de problématiques, de drogue, il y a un fort taux de chômage, c'est plutôt des quartiers occupés par une population très jeune. Voilà, quand vous entendez le mot quartier dans la bouche d'un Français, ça renvoie à cette image-là. Donc oui, plutôt des tours que des résidences, plutôt en périphérie de la ville. Rennes, d'ailleurs, fait exception un peu
à la règle et c'est assez intéressant. Moi, je ne suis pas rennaise, je viens de l'autre bout de la France. Et ce qui m'a frappé quand je suis arrivée à Rennes, c'est que les quartiers, pour le coup, sont à l'intérieur de la rocade. Il y a une rocade qui fait tout le tour de la ville, mais ces quartiers-là, dits quartiers prioritaires, sont vraiment à l'intérieur de la rocade. Là où dans beaucoup de villes françaises, il y a la ville, il y a la rocade, et en périphérie, il y a ces quartiers dits sensibles ou prioritaires. Voilà. Donc là, il y a une exception géographique à la ville de Rennes. Et c'est souvent des quartiers dans lesquels il n'y a plus de commerce. Il y en a eu peut-être, mais il y en a beaucoup moins. Ou alors il y a juste une supérette, mais il y a une vie économique assez faible. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Marguerite Roland, tu veux peut-être… Oui, avant de prendre la question, puisqu'il y a deux mains levées là, mais peut-être de façon un peu crue, de dire pour moi, parce que quartier, c'est un terme générique. Donc, quand on dit les quartiers ou quand un jeune dit « je viens des quartiers », c'est l'utilisation d'un terme générique pour dire autre chose. Et que l'expression quartier, pour moi, c'est vraiment le cache-sexe de l'échec des politiques urbaines en France. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, alors en France, on a une position qui est le refus de toute politique communautariste. Donc là-dessus, il faut jouer, et ça aussi, c'est un trompe-l'œil, puisque de fait, on passe notre temps à classer les gens en fonction du lieu où ils habitent. Ça me permet juste de redonner un commentaire supplémentaire sur les politiques sociales que je n'ai peut-être pas dit suffisamment clairement tout à l'heure. C'est que pour moi, les quartiers signifient en matière de politique de la ville la même chose que dans les autres secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on conçoit toujours les constructions dans des logiques de silos, chacun à sa place dans son tuyau, et on s'arrange pour que les tuyaux ne communiquent pas entre eux. Même si on le regrette, tout le monde dit que ce n'est pas bien du tout d'être dans des politiques en silo, mais il n'empêche que pour l'instant, et que quand on est dans le champ du handicap, on n'est pas dans le champ politique de la ville. Or, dans les quartiers, pour reprendre l'expression, on a aussi des personnes en situation de handicap, mais qui vont relever de dispositifs différents. Et là aussi, il y a vraiment quelque chose qui relèverait de la transversalisation de toutes ces questions-là, de façon à les traiter. Alors, on avance, hein, il y a quand même des orientations. Je pense par exemple à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté à laquelle j'ai fait référence 2-3 fois. Elle est vraiment dans cette pensée d'une politique très transversalisée entre l'école, le travail, le logement, la santé, etc. Mais on voit bien la difficulté. Donc, quand on parle de quartier, finalement, on dit toujours chacun est à sa place dans le lieu qui lui a été assigné. Selon ce qu'on est. Il y avait deux mains levées, alors allez-y. Oui, je crois qu'il y avait Daphné d'abord et puis Karina ensuite. Oui, moi, c'était juste parce qu'on avait fait allusion très brièvement quand on parlait de la Révolution française et du principe d'assistance sociale et de solidarité, mais que ça englobe aussi le domaine humanitaire. Est-ce que ça, je me demandais si ça faisait allusion à l'aide humanitaire au niveau national et international ou seulement international, juste parce qu'en termes d'aide sociale, je pense aux itinérants, aux SDF, comme on le dit en France, et l'aide fournie à ces gens-là. Donc, je me demandais si ça incluait un peu cet aspect-là humanitaire. Oui. En fait, il s'est passé quelque chose avec la montée en puissance des pauvretés sur le territoire national, c'est que l'humanitaire qui était circonscrit à l'étranger, et essentiellement à l'époque, et dans la terminologie de l'époque, au pays du tiers-monde, l'humanitaire est venu en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, voilà, sont à l'intérieur de nos frontières pour assurer effectivement une présence. Ça crée un truc intéressant sur lequel j'ai eu l'occasion de communiquer déjà quelques fois, qui est que, en fait, la frontière historique entre le travail social institutionnalisé et l'aide humanitaire qui relève plutôt des ONG, des organisations non gouvernementales, cette frontière-là est en train de devenir poreuse. Cette frontière-là, elle devient poreuse parce que la limite entre un travail social classiquement inscrit dans la longue durée, dans l'accompagnement, etc., devient de plus en plus une intervention d'urgence dans des conditions de survie. Et là, on voit que quelque chose est en train, je trouve,
dans les analyses que je fais, que ce phénomène-là, on est en train d'y assister et je l'observe avec un grand intérêt pour voir comment c'est en train de se recomposer finalement entre cette dimension humanitaire qui classiquement était de l'aide d'urgence à l'extérieur avec le fait qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus proche finalement des praticiens du social. Karina. Je voulais juste clarifier, vous avez dit que les quartiers sont inclus dans la rocade, mais comment est-ce qu'on distingue la rocade? Est-ce que c'est comme purement géographique ou est-ce qu'on le voit en vraie vie? C'est très net, c'est très net. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la rocade de Rennes, quand vous êtes dans l'anneau intérieur de la rocade, à votre droite, vous avez la ville et à votre gauche, vous avez les champs avec des vaches. OK. C'est-à-dire que la rocade est vraiment une limite. J'ai vécu 10 ans à Rennes et c'est ce qui m'avait marqué, moi, quand je suis arrivé, parce que je venais aussi d'une autre région de France. C'est très, très net. La limite est très, très nette. Et ça, c'est le résultat de politiques municipales très déterminées et qui ont d'ailleurs traversé les alternances politiques, droite ou gauche, qui est que, oui, voilà, Marion est en train de partager l'écran et elle vous montre physiquement. Vous voyez bien les zones grises de la ville et les zones vertes de la campagne. La volonté politique des différents maires de droite et de gauche de maintenir cette limite-là comme une limite forte et à l'intérieur de cette rocade de développer une politique de mixité sociale, c'est-à-dire de construction de logements sociaux et systématiquement, en gros, tous les programmes urbains de Rennes ont mixé à chaque tranche de construction du logement social, du logement en accession et de la résidence. Et du coup, on avait toujours ce mélange-là qui fait que la plupart des quartiers connaissent des mélanges de publics qui sont assez intéressants, avec ce qui se répercute d'ailleurs sur les établissements scolaires, ce qui n'empêche pas d'avoir quand même quelques zones de concentration, puisque par exemple, le quartier de Villejean a été pendant longtemps le quartier d'Europe représentant la plus forte concentration urbaine d'Europe. Mais effectivement, ça reste quand même une réalité forte, cette volonté d'une mixité sociale. Merci. Puis, est-ce qu'il existe plusieurs arcades dans une région? Est-ce que c'est comme... D'urbanisation sur ce modèle de Rennes? Oui. Non, j'en connais pas d'autres, moi. Je ne sais pas, Marion, si tu... Moi, j'en ai pas vu. En tout cas, moi, je viens d'Alsace et ça m'a vraiment frappé en arrivant ici. C'est-à-dire, la question des rocades, hein, c'est l'autoroute qui tourne autour de la ville. Ça, il y en a dans toutes les villes. Par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est que la plupart du temps, tous ces quartiers sont en périphérie. Donc, en fait, il n'y a pas de lien direct, il n'y a pas de connexion possible entre le quartier qui est à l'extérieur de la rocade et tous les quartiers qui sont à l'intérieur. Et là, vraiment, cette volonté d'embrasser toute l'urbanisation au milieu de cette autoroute qui tourne là et de n'exclure finalement géographiquement aucun résident. Peut-être elle existe ailleurs, moi je ne l'ai jamais vue ailleurs. Non, parce que la rocade fait une frontière naturelle. Enfin, moi j'avais vu ça sur une étude sur Clermont-Ferrand, par exemple, où la rocade coupait la ZUP, de la zone d'urbanisation prioritaire, de la ville. Il a fallu que les habitants se battent pendant des années pour obtenir un pont, enfin une passerelle qui permette de traverser la rocade. La rocade, c'est une frontière, on le voit à Paris, hein, le périphérique parisien reste symboliquement cette frontière impénétrable. Pour Rennes, c'est pas simple, parce que du coup, ça oblige à une densification urbaine qui a été souvent mal vécue. De voir toutes ces petites maisons construites dans l'après-guerre remplacées par des immeubles de 15 étages, ça ne plaît pas. Sauf qu'au plan écologique, c'est aussi une démarche salutaire d'arrêter l'artificialisation des terres. Et Rennes est exemplaire à ce niveau-là. Merci. Ouais, je pense pas qu'il y en a des arcades au Canada que je sache. Je pense peut-être qu'il y en a un à Calgary que j'en ai entendu, mais je ne sais pas si on peut exactement le comparer. Mais c'est très intéressant, merci. Chez nous, on est plus sur le modèle de l'étalement urbain.
Ouais. Puis on crée des ponts, puis on construit des autoroutes, et voilà. Puis on se chicane pour essayer d'avoir du transport public aujourd'hui plutôt que d'avoir des liens, c'est-à-dire des ponts pour permettre de vivre de plus en plus loin puis de venir travailler en ville. En fait, la question est en train de tout se revoir avec ce que la pandémie nous a permis de vivre, tout ce travail à distance, là, de repenser un peu les modes de travail. Mais c'est pas du tout le même modèle, non. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière intervention? Bah, merci beaucoup, Roland. Et puis, on t'a gardé bien plus que prévu, mais merci d'avoir joué le jeu. Non, très intéressant. Merci à vous et bonne suite dans votre voyage. J'espère pouvoir être là vendredi parce que ça m'intéresserait de vous entendre aussi, chacun son tour de parler, quoi.